Donc, bonjour à tous, de nouveau. Je pense que cette fois, vous êtes tous arrivés. Je suis Gaëlle Assoun et je suis enseignante certifiée de lettres modernes pour l'Académie de Nice. Là, depuis cette année, je suis formatrice chez Canopé pour l'atelier 06 Nice. Et ce matin, je vais vous présenter, en tout cas j'espère, je vais vous présenter des pistes pour pouvoir intégrer les sciences cognitives à devoir fait. Ça, il y en a plein qui le font déjà, mais en fait en lien avec les évaluations en sixième et les nouvelles attentes de la circulaire pour la rentrée 2023. Alors, bon, c'est bon. Donc, vous dites-moi bien si ça passe. Je pense que c'est bon. Alors, la nouvelle rentrée, à la rentrée, en fait, on attend au collège une nouvelle sixième, comme la plupart ont déjà commencé sûrement à le tester, dans laquelle on a demandé 1 heure de soutien d'approfondissement et de consolider en fait des apprentissages pendant les heures de devoir fait. Donc, je remets un peu le cadre de la rentrée, mais je ne vais pas y rester très longtemps. C'est pour vous expliquer que cette année, ou ceux qui le savent déjà, l'heure hebdomadaire, elle devait être divisée chaque trimestre avec une organisation qui permettrait en fait de changer en groupe à besoin selon des périodes. D'un côté, on a les sessions de soutien, de l'autre côté, on a des sessions d'approfondissement. Et la nouveauté, c'était de faire travailler les professeurs des écoles avec les professeurs du collège sur des heures adaptées et de pouvoir en fait faire la continuité du cycle CM2 6e. Donc il va y avoir deux surtout disciplines qui ont été demandées de travailler, ce sont les maths et le français. Moi, bien entendu, en tant que professeur de lettres, je vais m'attarder sur des tests, c'est-à-dire des choses que j'ai mis en place dans ma classe en tant que prof de français, professeur de français. Mais j'ai quand même testé des applications pour les mathématiques. Et donc, je ferai une petite parenthèse avec des applications IA conseillées, préconisées par l'Éducation nationale, qu'on peut utiliser cette nouvelle façon de travailler, le dispositif devoir fait et les sessions d'approfondissement et de soutien. Donc, en français, ce qui est demandé, enfin en français, plutôt au niveau des compétences, c'est-à-dire du socle des compétences, finalement, ça reprend la maîtrise du langage et de la langue française dans toutes les disciplines. Et en français, forcément, ça va prendre la forme des compétences qui sont liées au langage, à l'écrit, à la lecture, et tout ce qui se rapporte finalement à ce qu'on nous demande ici de mettre en place. Alors la difficulté, ça va être justement quand on n'est pas professeur de français et qu'on doit le mettre à l'intérieur de ses cours. Bon, là, c'est pas de ça dont je vais parler, même si c'est très intéressant et que je travaille sur une autre formation justement pour pouvoir l'intégrer au niveau des compétences orales. Donc ici, vous voyez que les heures de session sont des temps complémentaires à l'accompagnement personnalisé et que leur succès, il va reposer sur la collaboration entre les personnes. D'où toute la difficulté de mettre en place sans avoir testé. Alors, j'ai encore un... Ah, c'est bon. Donc, à la rentrée 2022, là, on fait un petit flashback parce que finalement, cette circulaire, elle est rentrée en action à cette rentrée 2023. Mais en 2022, à la rentrée 2022, au collège Jules Romain à Nice, là où j'exerçais depuis plusieurs années, donc qui est une zone, qui est un établissement REP+, dans lequel on était quand même assez pilote en AP déjà, en devoir fait, en PPRE, en co-enseignement, professeur des écoles et professeur du collège. On était également une équipe d'enseignants pour certains qui étaient formés au Coniclass, puisque j'avais été référente Coniclass pendant 2 ans. Et donc, grâce à cela, l'année dernière, j'ai eu l'idée d'optimiser finalement les dispositifs en place pour travailler ce qu'on nous a demandé cette année. Donc, c'est pour ça que quelque part, je peux avoir 1 an de réflexion en avance de cette circulaire
pour vous exposer ce que j'ai fait avec mon équipe au collège Jules Romain, et peut-être éventuellement de vous en inspirer, de vous aider, et qu'on puisse échanger tout à l'heure. Donc déjà, à la base, en étant référente Coniclass et en travaillant comme vous, la plupart, j'imagine, les sciences cognitives appliquées à l'éducation, il y a 2 axes de travail principaux que j'ai relevés et qui me servent à mettre en place ce que je vais vous présenter. C'est que d'abord, il faut rendre l'élève libre et autonome, ce qui est assez compliqué vu les contraintes des programmes, des emplois du temps et en règle générale de l'éducation nationale. Et le deuxième axe, c'est l'organisation des séances. D'un côté, on va en fait se servir du numérique pour dégager du temps et ensuite pouvoir accompagner de façon personnalisée l'élève, d'où je vous ai tout à l'heure parlé des petites applications d'intelligence artificielle dont je vais vous parler, qui permettent d'optimiser le temps. Et de l'autre côté, ce temps optimisé, il va nous permettre d'accompagner de façon personnalisée les élèves et en même temps de pouvoir mettre en place tous les dispositifs que l'on connaît des Coniclass pour pouvoir être efficient dans notre enseignement. Donc, quelque part, on a d'un côté les applications IA qui vont nous aider à dégager du temps, et ce temps, on va encore l'optimiser avec les sciences cognitives appliquées à l'éducation pour pouvoir avoir un temps dédié à l'élève en tant que rapport vraiment humain, beaucoup plus efficient et surtout beaucoup plus grand. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est écrit dans mes slides. Depuis plusieurs années, donc depuis que j'ai eu la chance, et j'en remercie encore aujourd'hui Jean-Luc Berthier, sa femme et l'association AFSC, puisque depuis que je travaille en collaboration avec eux, en soutien, j'ai développé une sorte de modèle de Coniclass. Bon, maintenant, au fur et à mesure, ça c'était la première année, hein. Donc au fur et à mesure, chacun se l'est approprié, chacun a développé son propre modèle, sa propre façon de travailler. Mais pour gagner du temps, en général, quand j'explique à des personnes qui ne connaissent pas du tout les Coniclass et qui ont besoin de comprendre comment comment fonctionne ma classe, je leur présente ce modèle que certains sont tout à fait à même de comprendre et testent sûrement dans leur classe, dans lequel j'avais commencé à mettre en pratique l'attention sous forme de ritualisation, la part d'implication active de l'élève, le feedback proche et le test de connaissance. Et en fait, finalement, l'heure de séance, qui n'est jamais 1 heure, qui est souvent 45 minutes, elle était divisée en plusieurs étapes où à chaque fois, il fallait qu'il y ait ces 4 temps qui sont notés 1, 2, 3, 4 là dans ce petit schéma, qui pouvaient se répéter. Et en fait, on peut très bien faire des petites sessions de 15 minutes qui reprennent la pratique de l'attention ou un temps en tout cas de ritualisation de l'attention qui peut être changé par une ritualisation de l'oralité. Enfin, en fait, c'est une phase de ritualisation qui va être propre à l'enseignant. Une application active, c'est-à-dire que là, il va falloir réfléchir sur la forme scolaire qu'on va vouloir mettre en place dans sa séance. Là, c'est encore autre chose, la forme scolaire, hein, je ne vais pas développer. Et forcément, le feedback proche pour la mémorisation, la consolidation des acquis et le test qui se rapproche, le test de connaissance qui se rapproche du feedback. Donc, la consolidation, je l'ai mise en rose un peu à part parce que ça doit, comme vous le savez sûrement, se faire aussi en dehors du temps classe. Et l'évaluation, en classe ou à la maison, qui est liée finalement à ce qu'on vous présente, en tout cas ce que l'association de Jean-Luc Berthier vous présente, et depuis des années, pour faire comprendre l'utilité d'appliquer les sciences cognitives en classe, dans l'éducation. Donc, une fois qu'on a ce modèle des Coniclass, qu'on se l'approprie, et qu'on va d'un autre côté aussi faire connaissance avec les applications IA qui peuvent nous aider à dédier un accompagnement personnalisé aux élèves. Moi, je vais vous présenter la lecture en 6e, donc ce qu'on a fait l'année dernière, notre projet 2022-2023, et je me suis basée sur ces évaluations nationales. Un petit peu, ma problématique, ça a été, qu'est-ce qu'on fait de ces évaluations nationales? Ça fait 2-3 ans qu'on a nos résultats, et à chaque fois, je me disais, un peu frustrée, que je n'en faisais rien de très intéressant. Alors, je me suis dit que j'allais, à la façon, donc grâce à mon DU neuroéducation au LabCID, où on nous a parlé de cette méthodologie de travail en recherche translationnelle,
je me suis dit, bon, je n'ai pas l'opportunité pour l'instant de combiner, d'associer ma classe ou mon établissement à de l'action recherche, je vais le faire toute seule. Donc, je vais mettre en place des indicateurs, des pré-tests, des post-tests, et puis je vais essayer d'évaluer les résultats de mes élèves. Donc, pour revenir aux évaluations nationales des sixièmes, en fait, on les teste sur leur vocabulaire, leur compréhension du texte et surtout l'affluence. Donc, j'ai plusieurs fois dans l'année repris les résultats de mes élèves en fluence pour voir leur progression. Grâce à le test de fluence, il nous est donné au niveau évaluation nationale, mais en fait, il se rapproche des tests qu'on peut retrouver sur le site coniscience.fr. Et il va y avoir 2 tests que j'ai utilisés, celui de l'affluence qui est rattaché au test ROC, repérage orthographique correctif. C'est un test qui dure vraiment pas plus de 5 minutes et à la correction, c'est équivalent. Donc, vous le mettez en place, vous récupérez les données, en fait, après, par la suite, il y a toute une grille d'items pour savoir où se situe l'élève. Et à la suite de cela, j'ai réfléchi avec le co-enseignement d'autres personnes aux remédiations qui est possible de mettre en place. Comme ça, à chaque test, on essayait d'évaluer, comme on pouvait, la façon dont les remédiations avaient marché ou pas, ou s'il fallait qu'on les revoie et qu'on réfléchisse à d'autres stratégies. Donc, vous voyez sur la droite les remédiations numériques. J'ai utilisé Tacite et j'ai utilisé Lalilo. Remédiation personnalisée, on s'est rendu compte que les remédiations numériques n'étaient pas suffisantes et que les remédiations dédiées vraiment à l'enfant, on va dire le temps humain passé avec lui pour essayer de le faire travailler au niveau de la lecture, ça n'avait pas non plus de réel impact. Quand on faisait les tests, les élèves, on n'avait pas l'impression qu'ils avaient beaucoup progressé. Donc, j'ai trouvé cette méthode de Vélociraptor pour l'affluence. Donc cette méthode, elle consiste à prendre un petit livret à l'élève, à lui donner et à avoir plusieurs textes de fluence à travailler par semaine. Ce texte, il va être travaillé toute la semaine, un seul et même texte, et toute la semaine, de façon régulière et qui prend très peu de temps sur finalement son temps de travail. Il va s'entraîner à la compréhension, à l'affluence, bien entendu, c'est tout un travail derrière. Ce n'est pas que lire à une certaine vitesse, ça comprend également la compréhension du texte. Et on s'est rendu compte qu'avec la méthode Vélociraptor, plus la remédiation numérique, l'élève avait fait des progrès beaucoup plus importants. Donc, il a fallu conjuguer. Alors, au départ, ça se passait que dans ma classe. Et ensuite, je me suis rendu compte déjà la première évaluation que non seulement la remédiation numérique n'était pas suffisante, mais qu'en plus, la remédiation humaine, elle était nécessaire. Et c'est là où j'ai pensé à mes collègues. Je me suis dit, bon, je vais me servir du co-enseignement, je vais me servir du dispositif Devoir fait, je vais me servir des AP. Enfin, nous, en REP+, on a des accompagnateurs qui vont nous aider à nous soutenir à venir dans nos classes ou qui vont faire des heures supplémentaires avec les enfants pendant les heures de, de permanence ou même en dehors, des heures dédiées à l'accompagnement personnalisé. Donc, c'est vrai que d'un point de vue humain, c'est un peu plus intéressant que dans d'autres établissements qui n'en auraient pas, mais dans les autres établissements, maintenant, il y a cette nouvelle sixième. Donc, on va réfléchir de la même manière que ce que je vous présente avec ce que nous, on doit faire en sixième désormais, c'est-à-dire utiliser des devoirs faits, les sessions d'accompagnement personnalisé, les sessions de soutien. Donc, on peut tout à fait se servir de cette mise en place et de cette chaîne humaine, on va dire, pour faire en sorte d'avoir une continuité du suivi de l'élève dans la progression. Comme je vous l'ai expliqué, ça dure 5-10 minutes, la méthode Vélociraptor, et la remédiation numérique, il suffit d'avoir les codes et de connecter l'élève. Et comme cela, ça produit en fait un effet de répétition et d'entraînement en dehors de ces heures de classe. Et bien entendu, en dehors de la demande de coéducation avec les parents. Parce que si on a des élèves, comme moi, j'y suis en REP+, qui la plupart du temps ne sont pas vraiment implantés dans des familles qui peuvent les aider en dehors des heures de classe, forcément, ça ne sert à rien d'écrire des devoirs en disant allez faire votre exercice. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue.
de recréer finalement cette sécurité affective pour l'enfant à l'intérieur de mon établissement, en lien avec tous ces dispositifs qu'on avait en place. J'espère que c'est clair. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou même à prendre la parole si jamais vous avez envie de me poser des questions. Oui, Euh, Gaëlle, je peux me permettre? oui, bien sûr, voilà, c'est pas de Bonjour. souci. Bonjour, Heu, alors Céline. je voulais juste être sûre d'avoir bien compris. Oui, Les pré-tests que tu fais, c'est en plus des évaluations nationales, c'est bien ça? voilà, exactement, c'est ça. Bah, tu as bien fait OK, d'accord. d'intervenir. Comme ça, OK, c'est plus clair. mais c'est ça et du coup, bah, finalement, tu te bases pas forcément sur les évals nationales, en fait? Alors, l'en fait, c'est très bien que tu sois intervenu. Alors, je te remercie, parce que moi, ça me paraît tellement évident qu'en plus, il y a tellement de choses à essayer de démêler quand je commence à l'introduction, là, que tu as bien fait d'intervenir. En fait, le test ROC, enfin, ou inversement, je ne pourrais pas te dire qui a fait comment, mais je pense plus que ce sont les évaluations nationales qui se sont inspirées des tests ROC de Coniscience, parce que ce sont les mêmes textes. Donc, en fait, le texte de fluence que l'on donne aux élèves tous les ans, c'est le même. Et ce texte qu'on donne en évaluation nationale, c'est le même également du test ROC. Donc finalement, c'est là que j'ai fait ce lien et j'ai utilisé ce même texte de fluence pour finalement prendre en compte les évaluations nationales et les continuer dans ma classe. En fait, c'est une sorte de continuité de l'évaluation nationale que je vais faire dans ma classe. Ils ne l'ont pas demandé, ils peuvent, ou il y en a certaines des académies, j'ai entendu, qui sont en train de le préconiser justement, de continuer à tester l'élève, mais sans donner réellement d'outils. Donc si là, je peux aider, par exemple, en disant ça marche et c'est possible, vous pouvez reprendre les tests ROC qui reprennent le même texte de fluence que dans l'évaluation nationale et continuer en pré-test, mi-texte, enfin autant de tests finalement que vous voulez, mais franchement, je préfère 3 dans l'année, pré-test, mi-test et post-test pour voir les résultats sur l'année scolaire de l'élève. Et au milieu de ces tests qui sont en lien avec le ROC et qui sont en lien avec les évaluations nationales, il y a cette fameuse méthode de Vélociraptor qui s'est retrouvée être assez pertinente. C'est-à-dire que chaque semaine, finalement, on a des résultats d'élèves sur des textes de fluence autres que celui dont on se sert pour le test pré-test, post-test ou de l'évaluation nationale. J'espère que j'ai répondu à ta question. En fait, c'est le même Ouais, c'est texte. très clair. Ah OK, bah, OK, super. c'est parfait. Je te Merci, hein. remercie. N'hésite pas à revenir du coup dès que ce sera un peu plus confus. Pour continuer ce que j'étais en train de dire, au niveau des remédiations humaines, il a fallu bien entendu qu'en dehors des dispositifs, on puisse comment dire, continuer à travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du Vélociraptor ou Tacite ou la Lilo. Vous comprenez bien qu'il va falloir attacher l'affluence et le travail du vocabulaire et de la compréhension à des projets, ce que vous faites déjà tous. C'est pour ça que je ne vais pas vraiment m'attarder, même si je vais présenter dans la totalité le projet lecture. Mais bon, la plupart d'entre nous, on fait déjà du design thinking. Alors, le design thinking, pour ceux qui ne connaissent pas trop, je ne vais pas développer non plus très largement, mais en tout cas, ça va être un projet qui va mettre en situation l'élève comme s'il était chef de projet et que son projet avait un impact dans la société, qui dépassait un peu la classe et l'établissement scolaire pour avoir un impact en dehors sur la société. Donc après, c'est toute une analyse de l'écosystème, etc., économique et autres, qui fait qu'on va réfléchir à ce projet. Nous, ici, le projet, c'était la conception et la réalisation d'un jeu de vocabulaire. Et je dois vous avouer, donc j'en parlerai après, ce sont surtout les élèves qui m'ont donné cette idée. Et, et je me suis dit que finalement, ce jeu, on allait le créer et ils allaient pouvoir s'en servir dans les AP, les PPRE, tous ces dispositifs dont je vous ai parlé, pour pouvoir travailler le vocabulaire. Dans le test ROC, il y a une deuxième partie que celle de l'affluence qui travaille justement le vocabulaire. Ça nous permet d'avoir, avec Tacite, je crois que c'est la prochaine slide, voilà. Donc Tacite, c'est un autre outil qui va me permettre d'évaluer. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai l'affluence qui se raccroche aux évaluations nationales. Et les évaluations nationales, elles laissent un peu un gap, j'ai envie de dire, pour tester la progression de l'élève sur le vocabulaire. C'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure à Céline et à vous tous, grâce à sa question pertinente, le même texte est utilisé en évaluation nationale et dans les tests ROC. En revanche, pour travailler le vocabulaire, c'est pas la même chose. Donc, je me suis dit, bon, ben là, tant pis,
je suis obligée de me référer et de transformer, en fait, j'ai transformé les résultats des évaluations nationales pour le vocabulaire et la compréhension en compétences. C'est-à-dire que, vous savez tous, dans notre pronote ou autre, on a des items. Donc, les items, j'ai regardé les niveaux de mes élèves et puis je les ai transformés en compétences et je les ai rentrés dès le début de l'année. Ainsi, j'avais leur niveau d'acquisition. Pour les faire travailler, en revanche, au niveau de la remédiation, je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi, puis je me suis dit que j'allais utiliser Tacite. Parce que Tacite, ça nous permet de travailler l'implicite en plus du vocabulaire. Et là, vous voyez, ce qui est très intéressant dans l'outil de Tacite, alors je vous avoue, qu'il mérite limite une petite formation, parce que pour le prendre en main, c'est pas le plus efficace, c'est pas le plus facile. Il faut quand même un petit peu de temps. Au début, c'est pas quand on a les cours à réfléchir et plein d'autres choses autour. Il m'a fallu un peu de temps pour maîtriser Tacite. Surtout que c'est le gestionnaire normalement d'établissement qui doit gérer les codes, l'entrée des personnes à l'intérieur du logiciel, etc. Donc si la personne n'est pas au moment T en train de le faire, vous attendez de votre côté que les classes soient inscrites, etc. Ça peut être un peu long. Voilà, donc là, il faut s'entendre avec le gestionnaire et c'est les petits côtés techniques. Je reviens au niveau évaluation. Tacite, vous voyez ici, il présente plutôt des pré-tests finalement, comme les applications intelligence artificielle. Et l'élève va faire son pré-test et il va se positionner en vocabulaire et en compréhension d'implicite. Et il va avoir donc au niveau national, alors finalement, vous voyez, c'est comme ça que je me suis raccrochée aux évaluations nationales, parce qu'il va avoir un lien avec le résultat des élèves d'un point de vue national. Tacite, ça a été développé et à l'intérieur de ce développement, il y a eu des tests au niveau national sur les élèves, avec les élèves, pardon. Et en gros, ici, la petite barre grisée, j'ai pas le petit, bon, vous la voyez, la petite barre grisée où il y a écrit 6e, c'est normalement le niveau national de toutes les 6e en France. Et là, vous voyez la position de mes élèves après leur pré-test. Ça, je vous ai pris le résultat du pré-test. Donc, la plupart sont entre la lettre C et F. Ce qui les perturbe un peu au début, c'est que être A, c'est pas être le meilleur. Et au contraire, il faut être plutôt dans le J. Alors, ça les perturbe un peu, mais après, ils s'y font. Et surtout, ça les motive. Et d'eux-mêmes, ils demandent à travailler. Le logiciel Tacite, il permet également de faire des classes inversées, de les faire travailler chez eux ou à l'intérieur du groupe pendant que vous êtes en train de vous occuper d'autres élèves. Donc, finalement, c'est très intéressant. Et grâce à cela, vous avez un outil qui n'est pas chronophage et qui vous permet d'évaluer la progression de votre élève en vocabulaire et en implicite, histoire un petit peu d'avoir des outils pour pouvoir savoir si ce que vous avez mis en place en remédiation pour le vocabulaire ou l'implicite, ça a marché. Bon, après, il faudrait... C'est pas... vous voyez, vous avez compris que bon, on n'est pas des labos, je suis pas un labo recherche non plus, j'essaye. Ça doit normalement montrer qu'il y a eu une progression. Là, c'est pareillement une façon... Alors, c'est le fameux Vélociraptor dont je vous parlais, qui est une méthode papier, hein, c'est un petit livret. Et à gauche, c'est, alors, au début, une façon de montrer la progression aux élèves. Donc là, ça rentre dans toutes les compétences psychosociales du type motivation intrinsèque, confiance en soi, voilà. Ils ont toujours une trace des résultats qu'ils peuvent avoir et cela se transforme en courbe. Et tout ça, c'est donné par le site Coniscience. Vous avez déjà les fichiers Excel tout prêts. Il suffit de rentrer les données et ça vous fait les graphiques. Vous avez compris que je suis professeur de lettres. Je ne me serais pas lancée dans cette aventure du Excel. Vraiment, je vous donne des outils qui sont les moins chronophages possibles et qui sont le plus facile d'accès. Donc là, le co-enseignement, ça me permet de travailler avec la personne qui travaille avec moi, qui est professeur des écoles, parce que nous, en REP+, on avait déjà cette... on était un peu pilote, donc c'est vrai qu'on a déjà testé de travailler en professeur des écoles. J'ai moi-même été professeure référente. J'ai travaillé en CM1, CM2, dans les écoles, en lien. Et donc, on a déjà testé ce genre de travail en collaboration et en co-enseignement. Donc, ça marche tout à fait. Comme c'est très, comment dire, court, si les autres personnes ont prévu une séance, vous voyez, la liberté pédagogique, elle n'est pas du tout entravée. Ils ont prévu une séance, il n'y a pas de souci, on va juste ritualiser l'entraînement. Et ça prend 5 minutes, 10 minutes. Et ensuite, la personne, l'enseignant, l'autre enseignant, ou devoir fait au PPRE, enfin, n'importe quel autre dispositif, prévoit sa séance comme il avait convenu de le faire.
Donc ici, c'est la Lilo, intelligence artificielle. J'en parle parce que ce n'est pas un outil à prendre en main seulement si on est professeur de français. Là, en fait, la personne qui se l'est accaparée, enfin, il y avait les AED, il y avait les AP, ceux qui accompagnent de façon personnalisée les élèves. Je vous dis des personnes du dispositif Devoir fait qui sont d'autres disciplines que la mienne. Il suffit en fait que une personne, ici c'était moi, déclenche des comptes, et ensuite les élèves ils ont leur code, et en fait la personne qui va les prendre en charge, elle a juste à prendre le code. Hein, il y a un espace dédié où les enseignants, les adultes, ils ont les codes parce que les enfants, ils les perdent, etc. Comme ça évite, je ne sais pas, enfin toutes les petites questions qui font que les élèves essayent de ne pas, de parfois éviter de réviser ou de s'entraîner. Et donc, quand on met en place ce système de communication interne, l'élève, il peut très bien réviser sa lecture ou sa compréhension, parce que la LILO, ce n'est pas que de la lecture et de l'affluence. C'est vraiment de la compréhension, de l'implicite, du vocabulaire et plein d'autres formes qui sont réglées par le logiciel. Et ensuite, les résultats, ils reviennent à une seule personne, celui qui a, ou celle qui a créé le compte, la LILO. Donc, pour donner un autre exemple, comme c'est un compte qui se crée à partir d'une adresse AC, enfin officielle, la personne qui a été en charge des AP, qui n'est pas professeur de français, elle a été se créer un compte pour pouvoir faire travailler les élèves qu'elle avait et qui étaient issus du PE2A. Donc vous voyez, c'est encore une autre piste. Et elle n'a pas eu besoin de moi, elle n'a pas eu besoin finalement d'être certifiée lettres modernes ou autre. Et elle a pris en main cet outil pour pouvoir faire travailler ses élèves en remédiation parce qu'elle n'avait pas, parce que ça lui a donné cette idée. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées, et surtout vous rassurer du fait que ce n'est pas compliqué à prendre en main, on peut être prof de maths, de physique, de chimie et utiliser la Lilo. Design thinking, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai mis un peu d'illustration parce que pour éviter un petit peu le fait que je parle beaucoup. Et donc là, vous voyez, ils se sont organisés avec les dictionnaires. Comme ça, il n'y a pas que du... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails des items de ce que fait travailler la recherche des mots dans le dictionnaire au niveau cognitif et puis au niveau, d'un point de vue de stratégie pédagogique, mais vous comprenez son intérêt. Donc, ils ont créé des petites flashcards sous forme de papier cette fois-ci, avec la définition et le mot qu'ils ont choisi dans le dictionnaire. Ensuite, ils se sont intéressés finalement à la pertinence des mots et ils se sont dit que finalement, il fallait mieux prendre une liste des mots les plus utilisés, les plus utilisamment utilisés, non. Je crois que j'ai dit les plus souvent utilisés par les personnes. Ils se sont dit, madame, on va prendre cette liste et puis finalement, on va jouer avec et on va savoir comment enfin, ce que veut dire le mot. Donc, il y a une partie définition. Là, il y a la règle du jeu qu'ils ont inventée. Donc, en fait, ils se sont inspirés très largement de Tabou et ils ont fait 3 manches. La première, en fait, vous devinez la définition des mots, de façon un peu, vous savez, Trivial Poursuite ou autre. La deuxième manche, vous devez les mimer, ce qui vous permet de revenir sur les mots que vous avez déjà vus de la même série. Donc, vous comprenez ici le lien entre la mémorisation en sciences cognitives appliquées à l'éducation et la façon de réactualiser et enfin, ça fait penser à la répétition à rythme expansé. Donc, cette façon de jouer va permettre en fait de consolider la définition du mot. Et la troisième manche, ça va être je crois que cette fois-ci, il le mimait, il le faisait jouer. Et alors, si on regarde la règle du jeu, bon, en fait, c'était comme dans Tabou. Et en fait, finalement, c'est 3 façons différentes de réactualiser la définition du mot. On avait dit que cette année, on devait les mettre, vous savez, sous forme vraiment de jeu et de concept de boîte. Bon, malheureusement, j'ai changé de poste cette année, mais l'idée n'est pas perdue et je leur ai dit que j'allais quand même les aider à conceptualiser leur jeu. On a également développé un concours de lecture pour pouvoir développer ce dont je vous parlais au début, vous savez, la coéducation. Parce qu'on a tissé des mailles au sein de l'équipe, il fallait trouver un moyen de toucher les parents et les familles. Et finalement, on a été au-delà avec les associations qui se sont impliquées. Donc, le concours de lecture, c'était finalement un concours de lecture de textes poétiques, des poèmes, cette fois-ci qui n'étaient pas construits par les élèves, vraiment des poèmes qu'ils avaient choisis, avec une thématique en propre au programme de lettres, etc.
Et ce travail, il était fait pareillement au sein du dispositif Devoirs Faits, de la même manière que je vous expliquais pour l'affluence ou pour le reste. Et ça, finalement, c'est en lien avec les compétences psychosociales que l'on va développer chez l'élève. Et à la fin à l'évaluation finale de ce projet, ça permet à l'élève de développer de la motivation intrinsèque, de la confiance en soi. Les parents sont fiers, ils ont ce regard de leurs parents sur eux, avec un public, des cadeaux, et la satisfaction d'avoir réussi à parler à l'oral. Donc là, il y a aussi toute la transverse des compétences orales qui sont travaillées à travers les disciplines, grâce aux devoirs faits, grâce aux AP, au PPRE, etc. Parallèlement avec mon cours, on a aussi créé une exposition Poèmes en chemin. Et en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais finalement, tout ce qu'ils ont fait toute l'année, alors que pour moi, à la base, c'était surtout une façon de voir progresser leurs résultats, qui paraissait un peu technique, avec des tests, etc., des remédiations avec des intelligences artificielles et autres. Et puis, on a compris depuis longtemps qu'il faut aussi les mettre en pratique dans des projets où ils vont comprendre l'intérêt de leur progression sur sur un item, pardon. Donc là, en fait, je vous présente ces projets pour que vous compreniez le chemin avec l'accompagnement de l'élève, pour lui faire comprendre à quoi sert en fait son enseignement. Et là, vous avez compris, dans la métacognition. Je leur explique comment leur cerveau fonctionne. À l'intérieur des dispositifs de Warfare, ils ont des petits modules de métacognition, d'attention, de régulation des émotions, en lien en fait avec les sciences cognitives appliquées à l'éducation, le développement des fonctions exécutives. Et tout ça produit les projets que je vous présente. Ici, on a, donc ça pourrait paraître, oh, c'est une exposition poème en chemin, de poèmes basiques, on va dire, et un peu standard. Et là, en fait, la nouveauté un peu des élèves, ça a été que cette fois-ci, ils ont été investir des lieux en dehors de la salle de classe pour que physiquement, physiquement, on puisse représenter la coéducation. C'est-à-dire que la relation humaine entre les personnes et les familles, il fallait que physiquement et géographiquement, ça se voit aussi. Donc c'est pareil, c'est une sorte de métaphore de la classe qui va aller dans l'établissement et de l'établissement dans les familles. Donc finalement, on a fait la métaphore des salles et des lieux où se sont déroulés leurs projets, qui finalement reflète la relation entre les adultes et les enfants. Donc ici, c'est la salle de permanence qu'ils ont investie avec leurs poèmes. Il y avait les élèves de ma classe, des élèves de permanence. Le projet, il s'est greffé, en fait, les AED, ils ont été très intéressés et ils ont fait travailler leurs élèves en permanence sur des poèmes et ils ont, des élèves d'autres classes que les miennes, se sont investis au projet de la classe des 6e, en passant par le CDI, puisqu'on a fait une sorte de triangulation. CDI, permanence et ma salle de classe. Géographiquement aussi, on ne voit pas le bâtiment, mais ça quadrillait un peu tout un bloc de l'établissement. Donc là, vous avez des productions d'élèves. Ça met en place, bien entendu, une collaboration d'équipe très soudée. On communique beaucoup et on s'organise et on crée des process en fait, de communication pour pas que ça devienne chronophage. Il ne faut pas que ça nous embête ou que ça prenne du temps sur la façon dont on va travailler en dehors de ce projet. Là, c'est l'évaluation de la fiche projet, parce que bien entendu, on a fait des pré-tests et des post-tests, et à la fin, on les rend. C'est-à-dire que d'ordinaire, on nous demande d'évaluer nos projets au sein de notre établissement. Ça, jusqu'ici, c'est un peu tout le monde pareil. Et ici, avec cette fiche de projet, pardon, j'ai essayé d'agrandir un peu, mais c'est parti dans tous les sens. Dans cette fiche projet, bon, c'est pas grave, je suis arrivée ici. On a des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui sont différents, et surtout quantitatifs. Parce qu'ici, vous avez vu que sur 21 élèves en début d'année, il y en avait 7 qui avaient un résultat très faible ou faible, et il y en avait 12 sous le score de 130 attendu en fluence pour un élève de 6e. C'est-à-dire qu'il y avait pratiquement la moitié de ma classe, puisque nous, on en aurait plus, hein, donc vous avez compris que je n'ai que 21 élèves. Donc, il y a la moitié de mes élèves qui n'avaient pas le niveau attendu en fluence en 6e. En avril 2023, sur 22 élèves, et il y en a eu un nouveau, il y en a 2 seulement qui étaient encore au niveau très faible à faible. 2 seulement.
et 2 élèves qui n'atteignaient pas le score de 130, mais qui étaient entre 105 et 128. Déjà, à la moitié de l'année, on avait rattrapé les élèves qui n'avaient pas le niveau 6e. Et à la fin de l'année, en fait, on avait 90% de la classe. C'est-à-dire qu'après, il reste vraiment un élève qui apparemment relevé de SECPA, mais qui n'a pas été en SECPA. Vous voyez, vraiment des profils assez caractéristiques ou qui auraient des troubles 10, qui ont des difficultés, mais qui ont montré une progression qui est quand même, pour ma part, j'ai trouvé fulgurante. D'ordinaire, ça stagne. Là, ils ont pris énormément de points. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore au 130, mais ils sont passés de 30. Certains, ils sont arrivés avec des niveaux à 30, niveau fluence, hein, je sais pas. Enfin, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. 130, c'est le niveau attendu. Les enfants arrivent avec 30. Et à la fin de l'année, même s'ils ne sont pas à 130, ils sont arrivés à 100, 105, 110. Donc, ils sont très fiers d'eux. Ils arrivent à suivre davantage. Et forcément, vous avez compris qu'il va y avoir un impact sur le décrochage scolaire. Là, je fais... alors, est-ce que pour le projet lecture, vous avez des questions? Parce qu'après, je vais faire un petit zoom sur les IA et ce que j'ai testé pour les maths. Si vous n'avez pas de petits points de questions au niveau du projet lecture, bah alors j'enchaîne avec les maths. Alors, je ne sais pas s'il y a des professeurs de maths, mais je n'ai pas bien regardé dans mon souvenir la liste des participants. Bon, vous avez compris de toute manière, si on n'a pas la discipline de maths, ce n'est pas grave. Vous voyez, moi je suis professeur de français, je m'en suis sortie. Et j'ai découvert même, alors comment j'ai fait pour aller découvrir ça? Pourquoi je me suis intéressée à ça? Alors, pour ne pas rentrer dans ma vie privée, j'ai une petite fille de 6 ans qui est rentrée au CP et je me suis demandé comment j'allais faire pour l'aider à travailler les maths, puisque bien entendu, elle avait une dominante lecture assez importante et que j'avais pas envie que ça, comment dire, ça pêche un peu pour les maths. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait plein d'applications préconisées sur Eduscol, d'IA, qui correspondent à mes équivalents de la Lilo, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, j'en ai trouvé 3. Ici, c'est Math IA. J'avoue que je suis fan de leur matière, hein. Je suis fan de leur concept marketing de mots, enfin de prénoms. Parce que le prénom Mathia, vous avez compris que ce sera Math IA, intelligence artificielle. Et en gros, je vous ai fait une capture d'écran ici de ce que j'ai ouvert. On prend des programmes, enfin, c'est des séances, on va dire, comme des séances, des séquences toutes faites, des parcours, ils ont appelé ça des parcours. On choisit selon ce qu'on veut faire travailler. On les intègre à l'intérieur de la classe et à l'intérieur des élèves, on les dédie. Et ensuite, l'élève, il a une interface élève dans laquelle il va commencer son programme. Bon, ça, ma fille, elle n'a pas pu le tester totalement parce que j'avoue qu'en n'étant pas prof de maths et en ne comprenant pas tout de suite le programme, enfin le logiciel plutôt, j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai eu du mal, je vous avoue, dans la rapidité, c'est pas le plus efficient. Le plus efficient, ça a été Smart Enseigno. Alors là, en quelques heures, je maîtrisais. Sans connaître les maths, sans connaître les programmations, ni rien, ce qu'il fallait que je fasse. Donc là, j'ai pu tout de suite, vous voyez, c'est sous forme de planètes, Smart Enseigno. L'élève, en fait, il va aller visiter des planètes, il a plusieurs étapes par planète, et quand il arrive au bout, en gros, il a réussi à... Alors bon, le petit concept de conquérir la planète ne me plaît pas trop, mais en tout cas, il a réussi à gagner une planète. Là, ça ressemble aux exercices que les élèves font. Alors, vous voyez qu'en haut, calcul et résolution de problèmes, c'est la dominante en fait de cette nouvelle 6e qu'on attend depuis la rentrée 2023. Moi, j'ai développé le français et en maths, c'est focalisé sur l'axe, c'est calcul et résolution de problèmes, à l'intérieur duquel il faut comprendre qu'on doit faire travailler les élèves, peu importe si vous soyez professeur de maths ou pas, dans les dispositifs devoirs faits, les AP, donc, dont je vous ai parlé, ou autres, les fractions, les nombres décimaux, le calcul mental ou posé et la résolution de problèmes. Donc, tous ces exercices sont dans les logiciels que je vous présente. Là, c'est un exemple de ce qu'on peut trouver dans Smart Enseigno. Et franchement, même si on ne connaît pas les maths, il y a des tutos très bien faits pour que vous puissiez aider, et même en fait, pour aider l'enfant tout seul à comprendre les activités, la façon dont une dizaine se forme, une centaine se forme, et comment la centaine devient aussi des 1000. Et finalement, quand on regarde, ça ressemble un peu aux méthodes comment dire, de manipulation des objets pour comprendre l'abstraction du chiffre et du calcul. Et très facilement, en CP, ils arrivent à additionner, soustraire et diviser. Là, c'est le côté enseignant. Vous voyez, bon, là, pour l'instant, on a fait une planète.
avec ma fille, on a travaillé sur la numération et elle a acquis, voilà. Bon, la progression de l'acquisition, forcément, comme maman, elle est à côté et que j'accompagne mon enfant, il n'est pas tout à fait lâché sur l'intelligence artificielle. Il faudrait retester si l'enfant était seul, de quelle manière il arrive à progresser. Bon, moi, comme je l'accompagnais, forcément, elle comprend après comment ça fonctionne et elle arrive un peu plus facilement à répondre aux questions. Il y a aussi Adaptive Math que je vous invite à aller tester. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire et il était accessible le 6 septembre. Et depuis, ben forcément, je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. Donc voilà, il y a 3 applications en maths qui sont tout à fait accessibles et que vous pouvez utiliser dans les dispositifs de devoir fait, même si vous n'êtes pas enseignant spécialisé en maths. Alors, proprement au dispositif devoir fait. Je vois qu'il est 11h16 et j'ai tout à fait le temps de terminer avant que vous ayez d'autres questions, enfin, vous ayez des questions plus précises de mise en place ou peut-être de ce que je vous ai présenté, d'outils que je vous ai présentés. Donc, devoir fait l'année dernière, de 2022 à 2023, avec l'équipe de Jules Romain, comment ça s'est passé? Parce que là, je vous ai parlé de mon projet que j'ai fini par rattacher à devoir fait au PPRE et au dispositif qui ressemble à ce qu'on nous donne à faire cette année, c'est-à-dire les sessions de remédiation et de soutien. Et là, je vais vous parler exclusivement du dispositif devoir fait, dont je faisais partie dans mon établissement. Alors ça, c'est une réflexion que j'avais eue, là, ce que je vous propose, c'est la façon dont on peut optimiser devoir fait. Si vous êtes référent devoir fait, si vous faites partie de devoir fait, si vous êtes même référent devoir fait au niveau académique, c'est une réflexion que j'ai pu avoir de la manière dont on pouvait optimiser ce dispositif. Et je me suis dit, en fait, finalement, vous allez comprendre que je résume ce que je vous dis depuis une demi-heure, c'est qu'il faut développer la communication interne, c'est évident. Il faut optimiser le temps avec le NT. Donc nous, on s'est approprié le NT, Pronote, entre enseignants. Comment on va faire pour l'utiliser de façon le plus efficiente, pour pouvoir flécher des choses, communiquer avec les élèves, entre nous, etc. Bon, je m'étais posé la question d'utilisation d'un blog ou d'un cahier de classe numérique, comme on peut trouver en primaire, en fait. Parce que dans ma tête, il y avait cette continuité d'accompagnement entre les établissements de maternelle, les écoles élémentaires et le collège. Et quand on arrive en sixième, l'élève, il est complètement perdu. Il se retrouve dans un environnement assez austère, où il n'y a plus du tout, et même le parent, finalement, hein, il est perdu. La porte, elle est encore plus cloisonnée. On voit, notre enfant, il a plusieurs enseignants. On a du mal à communiquer avec eux. On ne sait pas trop ce qu'ils font en classe. Donc finalement, il se pose la question. Là, je n'ai pas pu le tester, à part la classe dojo. Certains enseignants dans mon établissement le testent, mais j'avoue qu'ils le testent chacun dans leur classe. Alors, il faudrait réfléchir à l'utilisation de la classe dojo, ou de Classroom, ou d'Educartable, ou ce que vous voulez, mais en tout cas mettre un lien. Comme maintenant, on a l'obligation de travailler avec les professeurs des écoles sur une plage d'emploi du temps dédiée, ben, ça serait intéressant de voir jusqu'où, au niveau académique, on pourrait faire conjuguer nos ENT. Est-ce que le NT1 qui est dans mon établissement, dans mon académie, il serait efficient de le faire partager sur la plateforme ou est-ce qu'on pourrait notre ENT, vous voyez? Voilà, c'est une réflexion parce que pour l'instant, j'ai pas testé. Les Bah, coniclases je sais, pardon, Ah, je sais que c'est possible super. techniquement en tout Ah bah cas. vas-y. Ah, c'est qui? C'est Céline. C'est Céline Martinage, ouais. Techniquement, c'est possible Bah, effectivement de super. mettre en lien. D'accord. Donc après, il faut voir si, voilà, et je Bah, de pense quelle que c'est manière? mieux de passer par un seul outil. Ouais. Hem, alors je sais que moi je travaillais avec, parce que j'étais conseillère pédagogique numérique l'année dernière Ah, d'accord. et je travaillais justement avec, Open Digital Education qui gère, les ENT parce que même si c'est payé par le département ou la région, en fait, Ouais. Ouais. c'est quand même eux. Je crois qu'ils s'appellent Edifice maintenant, ils ont changé de nom. Mais, mais je sais que c'était possible puisqu'on était en lien, on avait mis en un lien entre une classe, de France et une du Mexique. On avait fait un Ah. bloc commun et cetera, donc c'est jouable techniquement, Eh mais oui, il faut se rapprocher d'eux, quoi. là, c'est ça. Alors là, enfin, là, je suis plutôt en train de lever une contrainte. Merci Céline encore hein, pour ton intervention. Je te remercie. Et en fait, voilà, l'interrogation, vous avez compris que c'est une contrainte parce que finalement, qui va ne pas dépendre de nous. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne en général. C'est-à-dire que la contrainte, ça va être qu'il va falloir des validations. Et il va falloir qu'au-dessus, on fasse quelque chose. Et là, j'étais plutôt en train de me mettre dans la posture d'un enseignant lambda, hein, qui n'est pas inspecteur, qui n'est pas agrégé, formateur, qui n'a pas cette possibilité de faire communiquer les instances au-dessus d'elle plus vite.
comment je peux faire moi à mon niveau? Et donc là, c'est cette réflexion que j'avais avec vous, même si c'est vrai, Céline, on pourrait totalement, enfin, ça pourrait être un projet académique innovant, en fait. Donc, le deuxième axe ici pour devoir fait, ça va être d'optimiser avec Coniclass intégré. Ici, bon, ben, c'est déjà ce que vous avez comme présentation depuis que vous suivez les Coniforums. Vous intégrez finalement la Coniclass au devoir fait. On va faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, des petits modules de pratique de l'attention, des ritualisations de métacognition, de stratégies de mémorisation, parce que finalement, beaucoup de nos collègues qui ne sont pas formés au Coniclass, on entend qu'ils veulent travailler la mémorisation, la méthodologie de travail, et souvent, il y a alors ça dépend les équipes, hein, mais il faut quand même commencer à faire de la communication interne en lien avec la méthodologie et les dispositifs qui existent pour pouvoir communiquer que cette façon de travailler, elle permet à l'enseignant, à l'adulte en tout cas, qui accompagne l'enfant, d'avoir plus de temps libre parce que ça rend autonome. Moi, je vous apprends rien là, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes. Si vous êtes là et que vous suivez le Coniforum, c'est que vous le savez. Donc, vous avez compris les stratégies et l'entraînement au contrôle inhibiteur. L'accompagnement personnalisé par groupe de besoins, je trouvais que c'était le plus intéressant. Puis finalement, quand on regarde les textes que je vous ai présentés au début de mes slides, c'est ce qui est dit. Il préconise en fait, dans cette nouvelle sixième, dans la mise en place de cette nouvelle sixième, il préconise par période de faire des groupes à besoins et de les changer. Puisque dans certains établissements, ils se sont rendus compte que ben, les enseignants, ils laissaient le même groupe toute l'année. Donc, ça fait penser à une réflexion qu'on a eue il n'y a pas longtemps, j'ai entendu aux médias. Oui, les classes à besoins, peut-être, bon voilà, tout ce remaniement. Si on fait des classes à besoins, alors tant qu'à faire, on oublie les années scolaires. Parce que si un élève, il change de niveau en plein cours d'année, on ne le fait pas attendre septembre pour changer de niveau, vous voyez. Donc, c'est encore des réflexions qui vont s'amener grâce au dispositif de devoir fait. Je rappelle bien en bas que ce n'est pas 1 heure de cours, parce que certains, ils sont là en train de se dire, enfin, ils insistent pour que ce soit des devoirs qui sont faits. Et non, ce n'est pas obligatoire. C'est là où on peut mettre en place nos rituels, c'est là où on peut mettre en place la méthodologie en lien avec les Coniclass. Et surtout, c'est là où l'élève et l'enfant vont changer de posture. Parce que l'élève, il peut apprendre à l'enfant, l'élève, il peut apprendre à l'adulte certaines choses qu'il maîtrise. Hein, combien de fois, moi, les élèves, ce sont eux qui m'ont aidé pour mettre en place les projets dont je vous parle. Parce que, ben, en discutant avec eux, en les intégrant dans le projet, ils avaient des idées qui étaient beaucoup plus évidentes et auxquelles je n'avais pas pensé. Pour la communication, pour le développement des projets, des stratégies, etc. Ça, c'est le bilan devoir fait de Madame Lecouf, Mesdames Lecouf et Mars, qui travaillent avec moi. Donc, ce sont mes référentes dispositifs devoir fait de mon établissement. Elles le sont toujours cette année, hein, au Collège Jules Romain. Donc, c'est pour vous montrer là, tout simplement, que j'ai travaillé en équipe. Bien entendu, tout ce que je suis en train de vous dire là, je ne l'ai pas fait toute seule dans mon coin, c'est impossible. Vous imaginez bien tout ce que je viens de vous présenter, je ne peux pas le faire seule sans qu'il y ait toute l'équipe qui se manifeste avec moi. Alors, la chance, c'est qu'on choisit son équipe. C'est là une des chances qu'on a encore. On peut choisir les gens avec qui on travaille et forcément, ça marche pas. Ici, c'était les référents en devoir fait. Elles étaient très ouvertes depuis des années. Sur les deux, il y en a une des deux qui est formée Coniclass et la deuxième qui a envie d'être formée Coniclass. C'est sûr que ça aide. Donc, vous voyez que dans les nouveautés, il y avait l'apport des sciences cognitives, en plus du rituel de mise en place du travail. Parce que comme vous le savez, la ritualisation, elle est très dans les mœurs au niveau des sciences de l'éducation, mais il y a peu de gens qui arrivent à faire le lien avec les stratégies de sciences cognitives appliquées à l'éducation. Et finalement, quand on fait le lien, ça aide à la métacognition, même chez les adultes. Donc ça, c'est mon rapport d'activité que j'ai envoyé c'est pas pour vous montrer que j'ai fait un rapport d'activité, bien entendu, hein. C'est pour vous montrer la méthodologie de travail. Ce qui m'a permis de montrer tous ces projets précédemment, c'est cette façon de travailler, en fait. Donc vraiment, si je vous montre le rapport, c'est pas pour vous montrer que j'ai fait un rapport. Là, ça va être vraiment d'un point de vue méthodologique. J'ai envie de dire que si tout le monde fait ça, c'est beaucoup plus clair pour les référents et ils ont des sources de données qui sont beaucoup plus efficaces et complètes que quand j'ai des collègues qui ont, enfin, par exemple, là, mes collègues, Madame Mars et Madame Lecouf, elles envoient aux enseignants, elles leur demandent de devoir envoyer un rapport après une période pour faire le point. Des fois, on a 3 lignes.
4 lignes. C'est sûr que quand on est un référent, on n'arrive pas à travailler en collaboration et forcément, on n'arrive pas à savoir si on a progressé ou pas. Donc les outils de travail ici, ça va être, la réflexion, vous voyez, sur les ateliers, les élèves qui rendent autonomes. On ne va pas rentrer dans tous les détails. De toute manière, je crois qu'on partage, le diaporama. C'est pour que vous compreniez, la façon dont ça a été construit. Là, je parle donc depuis le début de l'année, ce qu'on a mis en place. Gestion de l'espace et des groupes. C'est ce dont je vous ai parlé. Je vais résumer, en fait, ce que je vous dis depuis le début. À chaque fois, je résume de nouveau. Ici, c'est l'espace avec les ateliers et les îlots. 3, les stratégies pédagogiques en sciences cognitives. Tout ce que je vous ai décrit, je l'ai résumé et j'ai envoyé dans le rapport. La méthodologie que j'utilise avec l'adulte et avec l'enfant, puisque là, j'ai dû former la collègue. C'est-à-dire qu'on ne me l'a pas demandé, j'ai pas dit je vais former, mais elle était tellement en demande, je l'ai formée parce qu'elle m'a demandé. Donc finalement, la formation d'une personne en plus pendant ce dispositif, alors que ce n'était pas prévu, c'est positif, c'est bénéfique pour l'année prochaine. Et donc pour continuer à, vous avez compris, à disséminer la méthodologie des Coniclass à l'intérieur de son établissement. Et ça ne m'a pas demandé plus de temps que le travail habituel. Hein. Là, c'est les devoirs et les cours. Forcément, avec la spécialité que j'ai développée en parallèle des Coniclass, je m'intéresse beaucoup aux compétences psychosociales et à l'implantation de l'empathie. Donc, je vais travailler avec eux et mes collègues, en tout cas, je vais essayer, des stratégies en lien avec la communication non violente, la métacognition. Et ça, finalement, grâce à cette méthodologie de travail mise en place avec mes collègues, c'est le rapport qui a été mis en place par Madame Mars et Madame Lecouf à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on a un tableau qui résume des points positifs, des points à revoir, et tout doucement, en fait, finalement, l'équipe entière, elle a appliqué cette méthode de, en cours d'acquisition, ce qu'on devrait changer, vous voyez, et ça ressemble en fait aux items des progressions pour les élèves. Et ça structure vraiment une équipe et une communication interne. Parce que là, je suis en train de vous parler des outils qui peuvent nous aider à implanter les Coniclass et à utiliser finalement le dispositif Devoir fait pour faire un lien avec les évaluations nationales. Donc, je vous laisserai lire le bilan. C'est assez intéressant dans la façon dont vous voyez, à quoi ça va nous servir dans la réunion du début d'année à la fin de l'année. Finalement, c'est comme si on avait fait un pré-test et un post-test avec l'équipe de Devoir fait. Donc, ce qu'il faudrait, ce sont des pistes. C'est-à-dire que moi, là, si j'étais restée cette année, normalement, j'avais prévu de récupérer mes classes et de continuer le projet en progression, c'est-à-dire que de cohorte. Donc, j'avais récupéré mes classes de l'année dernière qui passaient en classe supérieure et je devais garder les mêmes élèves pour continuer à faire mes tests et mes pré-tests et mes post-tests. Alors ça serait c'est le top. Là, je teste le projet. J'aurais testé le projet. Mais si on ne le fait pas, c'est pas grave. On n'a pas l'obligation de faire ça. Parce que vous avez compris que si toute l'équipe, elle est formée et elle est d'accord et qu'elle fait rentrer ça dans un projet soit de discipline, comme moi en France, en lettres modernes, soit un projet d'établissement, en fait, on peut très bien avoir son collègue qui fait comme nous et tous les collègues qui font comme nous, en lettres modernes, par exemple, si je prends le projet de français, et je me retrouve à avoir une liste, plus que ça, je me retrouve à avoir des profils d'élèves et de leur progression en fluence. Et je peux dire, de la 6e à la 5e, ça y est, à la fin de la 5e, le programme de notre établissement, ça a été que tous les élèves aient le niveau de fluence et de compréhension. Et c'est bon, je peux vous dire, en 5e, il y a tel élève ou tel élève encore qui sont problématiques parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre les niveaux. Tous les autres enfants, et d'un point de vue, franchement, d'un point de vue d'indicateur, même pour le pilotage de l'établissement au niveau de la direction, ce sont des choses qui sont, des données, des indicateurs qui sont assez pertinents. Ça peut vous faire avoir des projets, ça peut faire avoir des subventions, ça peut asseoir en fait ce que vous faites en classe ou dans l'établissement. Donc c'était ça le projet. Et comme je vous ai parlé plusieurs fois des compétences, puisque finalement ça travaille un peu de la même manière avec les items et les classes à besoin, avec en cours d'acquisition, acquis et non acquis, là j'ai travaillé sur un livret des compétences orales.
de la maternelle jusqu'au lycée, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et pour travailler sur toutes ces compétences. Alors, ce que j'en ai, je vais pas, là c'est encore une autre formation, mais ce que j'en ai retiré et qui peut être intéressant et comme piste de réflexion, c'est que finalement, ces compétences orales, qui sont en lien avec l'évaluation nationale, qui sont en lien avec le dispositif Devoir fait, pour la remédiation et les tests de nos élèves, pour pouvoir créer des profils de suivi de progrès en ce qu'on veut, hein, soit fluence, soit... Bon, là, on va rester sur les compétences orales, mais ça pourrait être des compétences sciences. Moi, je vais rester sur ce que je connais pour l'instant, les compétences orales. Eh bien, j'ai relevé on va dire, trois axes. Le premier, forcément, ça va être le suivi personnalisé d'un élève et ses acquisitions sur une continuité pédagogique interdegré, interdisciplinaire et interniveau. Le deuxième axe, c'est préparer au mieux les élèves aux évaluations nationales. Comment on fait? Il faut connaître les autres évaluations. C'est pas parce que je suis professeur en collège que je ne dois pas savoir comment fonctionne l'évaluation au lycée ou au lycée professionnel. Parce que au lycée professionnel, ou que je dois pas savoir comment fonctionne le chef-d'œuvre, pardon. Et le troisième axe, ça va être forcément de croiser le développement des compétences orales avec celle des compétences psychosociales. Tout ça, ça nous montre, alors ça paraît un peu en gros bloc là, mais à tête reposée, ça sera plus facile de le comprendre. Et j'aurais presque terminé mon intervention. Donc, pour pas vous perdre, les compétences orales ici, qui sont une autre piste de la façon dont je peux rattacher les évaluations nationales et dispositifs de Devoir fait. C'est que finalement, quand on croise toutes ces compétences par cycle et par degré, ce que j'ai fait, j'en ai fait une synthèse, et on se rend compte que dans les livrets, stricto sensu, c'est écrit clairement de travailler l'oral dans les référentiels. C'est la première piste. La deuxième, c'est de façon transversale. C'est ce qu'on fait. Par item, les compétences orales du domaine 1, elles vont être travaillées dans les autres compétences des autres disciplines. Et enfin, il y a le lien avec les CPS, parce qu'on se rend compte qu'il y a dans les parcours et dispositifs existants dans les programmes, on va travailler également les compétences orales qui sont en lien avec les compétences psychosociales dont on a besoin, motivation intrinsèque, confiance en soi, empathie, enfin, toutes ces compétences psychosociales, on sait qu'elles sont rattachées aux fonctions exécutives, qui elles-mêmes sont rattachées à ce qu'on veut faire développer et faire progresser chez nos élèves. Donc, quand on a tout ça en tête, on se rend compte qu'il y a deux entrées possibles, une entrée par compétence et une entrée par stratégie pédagogique. Et dans les stratégies pédagogiques possibles, vous voyez qu'il y en a 5 différentes. Et chaque fois qu'il faudra se mettre en tête pour pouvoir travailler les projets ou le suivi des élèves, etc., c'est disciplinaire, interdisciplinaire, degré, interdegré et coéducation. Et finalement, c'est un résumé plus technique, on va dire, et méthodologique de ce que je vous ai présenté en début d'intervention. Voilà, donc ce qui a permis à bien de mener ce projet lecture, ça a été le protocole cadré dont je viens de vous parler et la communication interne coordonnée. La ritualisation et les sciences cognitives, là j'ai repris tout simplement ce qu'a dit Claire Le Gall-Donneau. La plupart d'entre vous devez la connaître. J'avais trouvé très pertinent ce qu'elle a écrit sur un de ses sites sur la ritualisation et le lien avec les sciences cognitives. Donc je vous laisserai regarder si vous avez envie de vous procurer le diaporama que j'ai présenté. Le conseil qu'elle donne, forcément, déterminer l'objectif de chaque rituel, penser l'adaptation aux élèves. Vous voyez, la ritualisation en lien avec les sciences cognitives, ça peut être un projet d'établissement ou de discipline. Et ça peut être en oral, ça peut être pour l'affluence, ça peut être pour plein de choses. Il y avait une dernière façon d'activer ce que je vous ai dit, c'était d'activer le GPDS, parce que vous avez compris qu'en filigrane, tout le long, je vous ai parlé des décrocheurs scolaires, parce que finalement, je me suis rendu compte que dans tous ces projets et liens avec le progrès, le suivi et l'accompagnement de ces élèves, finalement, c'était les profils d'élèves à décrocheurs qui avaient des difficultés en français. Et en quoi? En fluence, en vocabulaire, en compréhension. Donc finalement, à la source, si vous mettez en place cette méthodologie pour pouvoir suivre de façon très précise la progression de vos élèves, vous allez agir sur le GPDS. Et je voulais vous montrer un exemple parce qu'en 2020 déjà, a posteriori, c'est ce que j'avais fait. J'étais référente GPDS de mon établissement et on avait activé le GPDS avec ma collègue Dalila Ben Saïd en 6 mois de collaboration avec elle. Et tout ce que je vous ai dit avant, les coniclasses intégrées au dispositif GPDS, la communication interne et le protocole cadré,
en fait, donc c'est ce que je viens d'écrire ici, en fait, on a eu 10 sur 17 élèves, 7 élèves raccrochés, soit 41% en seulement 4 mois. Et c'était la deuxième vague de pandémie. Donc là, je commençais à mettre en place des indicateurs pour essayer d'avoir justement un suivi plus rigoureux de nos stratégies pédagogiques mises en place dans l'établissement. Donc ici, vous avez compris que l'activation du GPDS, pareillement que ce que je vous ai présenté précédemment, ça a été construit sur un sentiment d'appartenance d'un groupe, la création d'un espace sécurisé, la communication interne efficace, des ateliers qui sont repensés grâce aux sciences cognitives, des projets de design thinking et des compétences extrascolaires de l'équipe éducative. C'est-à-dire, je me suis appuyée aussi sur les compétences extrascolaires de mes collègues. Il y en a certains, ils étaient bons en tango. Tiens, moi aussi. Eh ben, on a préparé un atelier danse tango et on a optimisé le tango, non pas pour faire juste de la danse, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le tango en lien avec les sciences cognitives pour pouvoir travailler les fonctions exécutives. Et ça, il n'y a que la personne en ingénierie qui va travailler et construire son atelier qui le sait. L'élève, lui, il croit qu'il vient faire du tango. Ou il croit qu'il vient jouer aux échecs. Il croit qu'il vient jouer à des jeux de plateau. Ou il croit qu'il vient faire du karaté avec Ahmed. Et vous avez compris qu'en fait, l'élève croit à la façon d'un nudge qui vient juste suivre une discipline. Mais la façon dont on a mis en place la construction de cet atelier, en lien avec les sciences cognitives, que vous suivez parce que vous êtes en train de vous former, et moi je me forme et je continue à me former, eh ben, ça va avoir des efficiences sur le développement des fonctions exécutives, en plus du développement de l'empathie ou des compétences psychosociales. Voilà. Alors, j'ai dépassé de 7 minutes. J'espère que c'est pas trop. J'espère que ça a été quand même cohérent et surtout clair. Et merci encore à Céline. Et là, vraiment, j'espère que vous allez ouvrir les micros et que vous allez me dire si vous avez besoin de... Ah oui, alors je vous ai fait un dernier petit clic pour participer au sondage. À gauche, je vous rappelle que je suis formatrice niveau 2 de l'association de Jean-Luc Berthier. Et en fait, à droite, c'est la façon dont vous pouvez faire en sorte que je puisse intervenir avec vous. Soit, je peux intervenir avec vous à travers la France, à travers la région plutôt, ou avec les webinaires en live, directement avec l'association de Jean-Luc Berthier d'Econiclass, puisque je suis formatrice niveau 2. Soit, si vous ne pouvez pas, ou pour X raison, je suis maintenant dans le réseau Canopé cette année en tant que formatrice. Et sinon, je peux aussi intervenir à titre associatif. Voilà. J'espère que tout a été clair. Et je vous remercie. Merci beaucoup Gaëlle, c'était super clair. Moi, Merci Céline. ça me donne envie de diffuser ça sur mon département. Je mettais dans le chat que, Ah là, oui, j'ai pas eu le temps de suivre le chat, vas-y. c'est pas grave, je suis chargée de mission pour notre école Faisons-la ensemble et Oui. je me suis demandé si tu avais envisagé de proposer ton dossier parce qu'en fait, tu coches toutes les cases. Ça te permettrait d'avoir des subventions et de pouvoir, voilà, aller, vers l'infini et au-delà, quoi. Alors c'est gentil, mais alors c'est gentil. Alors, cette année, je suis plus en poste, mais peut-être après. Mais pour ceux qui ont envie de monter des projets, justement, notre école faisant-la ensemble, je crois de mémoire qu'il faut la validation hiérarchique en plus de celle comment on appelle ça, de la responsable de l'EAFC au rectorat, Bah, en fait, si je me trompe pas. c'est les établissements qui montent un dossier C'est ça, oui. sur la plateforme, mais ils sont complètement autonomes pour ça. Il y a pas besoin d'avoir, forcément, Et la je crois que validation du oui. chef d'é eh beh, non, je t'assure. Non, mais pour Par le contre, suivi, la perso pardon, pour l'accompagnement. Enfin, je crois alors qu'il pour y a la un truc comme ça parce formation qu'on m'en a parlé, en fait, je te le dis. Mais c'est pour ah ça. d'accord. Oui, oui. Bah, Mais en tout cas, vas-y, je suis nous très, très curieuse. sur l'académie de Versailles, en tout cas, les établissements sont complètement autonomes sur D'accord? le montage du dossier, sur la présentation en Ah, commission. oui. Si c'est validé en commission, et là clairement, là ce type de projet, ça coche vraiment toutes les cases. Mm. Après, bah, en fait, oui, tu as une validation en commission et qui est-ce qui valide en commission? C'est, un représentant du rectorat, en fait. Voilà, Voilà. c'est ça. Mais, honnêtement, en plus, toi, ce type de dossier, nouvelle sixième, devoir fait, communique enfin tout ça, c'est plein de mots-clés qui font que le dossier, il est validé, de fait, quasiment. Oui, Donc voilà, je dis ça c'est comme gen- ça pour ceux c'est qui ont gentil. besoin de sous. Oui, tu as raison, il faut le dire pour ceux qui ont besoin de sous. Vous pouvez reprendre tout à fait ce qu'il faut pour monter votre dossier. Notre école, faisons-la ensemble. Et c'est vrai que tu as raison, tu n'as pas dit le montant, mais le montant est assez élevé.
Les subventions sont assez énormes hein, pour notre école faisant l'ensemble. Bah, nous, en moyenne, là, en gros, là, depuis l'année dernière, sur le département de l'Essonne, on est sur une moyenne de 20 000 € quoi, Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est en bien que en tu le dises. moyenne. Mais oui, oui, ah mais je suis très cash, hein. Ça peut même Alors, aller plus, ça peut aller moins, mais c'est une moyenne de 20 000, ouais. c'est ça. Et alors, tu me fais penser justement au chat, parce que c'est vrai que à tout regarder en même temps, j'ai pas eu le temps. Et je me rends compte qu'il y a eu des questions. Alors, je vais essayer d'y répondre, comme je l'ai enregistré, là, le webinaire, et puis je n'ai pas pu répondre dans le chat. Alors, j'espère que vous êtes toujours là, parce que certains, ils ont dû partir, forcément, c'est dimanche. Aurons-nous accès au diaporama? Oui. Ta site est-il un site payant? Non, c'est gratuit. Ah, attendez, l'interface, elle est gratuite, mais les licences sont payantes. Si, si, les licences par élève sont payantes, mais elles ne sont pas excessives et on peut les faire. En fait, il suffit de demander l'autorisation dans le budget de les faire passer, mais elles sont pas excessives, hein, vraiment. C'est juste que c'est un peu lourd. Le protocole, il est un peu lourd parce que il faut faire signer les autorisations aux élèves et aux familles. Voilà. Quelqu'un a déjà répondu. Faible coût. Oui, ben voilà, merci. Ben, c'était Céline déjà. Tu avais répondu à la question. Je voulais savoir sur combien de semaines se déploie ce dispositif de remédiation de lecture? Bah, sur toute l'année, hein. C'était de septembre jusqu'à juin. Donc, c'était un projet annuel. Time's Up. Ah, c'est quand j'ai parlé de tabou? Oui, c'est vrai que c'était Time's Up. Encore merci, Céline. C'est ça, exactement. C'était Time's Up, c'était pas tabou. Est-ce que vous pourriez développer le contenu de ces modules de métacognition? Ah oui, alors là, c'est dommage, c'était Sonia. Est-ce que vous êtes encore là, Sonia? Les modules de métacognition en devoir fait, malheureusement, j'ai pas enfin, je ne pouvais pas avoir le temps, sinon j'aurais pas pu finir à l'heure. Mais peut-être que là, on a un petit peu de temps pour discuter. Et Céline a répondu, c'est seulement cycle 2, Mathia, je crois. Ah, oui. Mais alors, j'avoue que les exercices, je les ai un peu regardés et en fait, c'est comme l'Alilo que j'utilise toujours pour mes sixièmes et mes cinquièmes. Pourtant, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec l'Alilo, alors qu'à la base, c'est préconisé pour les établissements élémentaires. Et en fait, moi, je les utilise pour mes gros décrocheurs scolaires. En REP+, on en a beaucoup en lecture. Et j'utilise la Lilo, sixième, cinquième, avec des rituels, hein. Ils passent les stages, ils ont les petits diplômes, on fait des photos, c'est valorisé dans le petit blog, etc. pour la motivation. Et après, quatrième, troisième, là, je leur fais des profils personnels, enfin, je leur fais des profils, on va dire, en sous-marin, vraiment quand je les ai en groupe de remédiation ou de soutien ou d'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'ils ne le disent pas aux autres qui sont sur des Lalilo. Puis après, le côté un petit peu trop ludique enfant, ça leur plaît plus. Je pense que là, si on pouvait se faire écouter par des startups, il y aurait un créneau à prendre pour tous les adultes en fait qui ont des difficultés à la lecture, mais qui n'ont pas forcément envie d'être sur des interfaces qui ressemblent à des enfants. C'est vrai que là, il nous manque un logiciel pour les adultes. Euh, en remédiation en sixième, ce n'est pas inintéressant. Oui, je confirme. Alors ensuite, la formation et le financement des applis, le mobilier flexible dans le cadre de ce projet peuvent tout à fait être financés. Ah bah, c'est ce que tu disais que notre école, faisons-la ensemble. Et ensuite, tout le monde a dit, non, certains ont dit bonne journée. Sonia, j'aurais aimé voir développer les méthodes sciences cognitives présentées en devoir fait. Ah oui, mais c'était pas le. Alors, est-ce que Sonia, vous êtes toujours là? Où est-ce que vous êtes partie? Elle est là, mais elle n'a pas de micro, en fait. Ah mince, c'est écrit dans le chat? Ah ouais, c'est nouveau message. Parce que du coup, je vais pas dans le sens. Ah oui, merci. Mais merci Céline d'avoir finalement de m'avoir accompagnée personnalisé. Sans élèves, c'est mort. Attendez. Oui, je suis pas alors à Aude, oui, je suis pas en poste cette année. Mais en fait, ça fait dans le premier degré et dans l'optique de la liaison école-collège, ce type de projet serait encouragé. Oui, oui. En fait, en REP+, c'est comme ça que j'ai pu tester, hein. C'est parce qu'en REP+, on est déjà en. Ça fait des années. Vraiment, je crois que depuis que j'y suis, ça fait plus de 10 ans, on travaille déjà en école-collège. On a déjà les réunions école-collège et on travaille déjà avec les professeurs référents. C'est-à-dire, professeur référent, c'est soit un professeur des écoles qui vient chez nous, en collège, soit c'est nous, en tant que professeur référent du collège, qui allons dans l'école. Et avant, en fait, ce qu'on faisait, ce qu'ils avaient testé, enfin, ce qu'ils testaient, ou ce que nous, on a toujours en place, c'est qu'on se déplaçait dans les établissements. Là, la nouveauté de la rentrée de sixième, c'est de faire travailler ensemble
sur une même heure dédiée, en co-enseignement cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va travailler avec le professeur des écoles sur le programme, ensemble, dans une heure dédiée de remédiation, de soutien ou d'approfondissement. Et c'est ça qui est nouveau. D'où, vous avez compris l'intérêt de la méthodologie en communication. Parce que, bon, vous avez compris, c'est la difficulté. Alors, merci à tous. Il y en a beaucoup qui s'en vont. Est-ce que vous avez d'autres questions? Malheureusement, je n'ai pas pu développer les méthodes sciences cognitives présentées en devoir fait parce que ce n'était pas l'axe de ma présentation. L'axe de ma présentation, vraiment, la problématique, ça a été de vous montrer comment le cadre et la méthodologie de travail que j'ai mis en place, en plus du process de communication interne, ont été les deux leviers pour pouvoir rattacher les évaluations nationales en français, c'était l'exemple en fait du projet, au dispositif devoir fait. Après, vous avez compris que vous pouvez tout à fait développer ce que je viens de dire en prenant les dénominateurs communs que j'ai pu vous montrer finalement dans différents projets, que ce soit le GPDS, que ce soit le projet lecture, ou que ce soit le dispositif devoir fait. En fait, vous avez compris que peu importe où vous allez le faire, l'important, c'est le cadre, la méthodologie aussi pour pouvoir cadrer votre projet, mettre des indicateurs et des pré-tests et des post-tests. Alors, je vous ai donné des pistes concernant le français parce que c'est pas facile, hein. Si en plus, il faut qu'on construise nos questionnaires, s'il faut en plus qu'on construise nos tests, là, ça devient chronophage. Donc, moi, je vous ai donné des pistes en lecture parce que la lecture, elle est compétence transversale de toutes les disciplines qu'on vous demande de travailler cette année à la nouvelle 6e pour pouvoir mettre en place un accompagnement, des soutiens ou des approfondissements en lien avec la lecture. Les maths, je vous ai donné les outils qui pouvaient vous aider à la remédiation, que j'ai pu un peu tester avec ma fille. Mais c'est pareil, vous pouvez prendre pour développer les maths dans le dispositif devoir fait les outils dont je vous parle et faire de la même manière, regarder, créer des tests, et pour des tests en lien avec l'évaluation nationale, par exemple. Ça pourrait être les mêmes tests. Vous prenez l'évaluation nationale en maths, des exercices clés que vous trouvez faciles à transposer en besoin. Enfin, vous savez, soit rouge, orange, vert, soit vous mettez besoin, enfin, acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Vous transposez vous-même, en fait, cette évaluation nationale ou cet exercice de cette manière-là, et comme ça, vous vous donnez un cadre. Et ça vous permet d'avoir un exercice pré-test et post-test qui est facile à adapter. Pas besoin d'en construire un compliqué. Voilà. Donc, je vais finir de partager mon écran. Je crois qu'on m'a dit que bon, il reste 10 minutes. Si vraiment vous avez des questions qui sont en lien, un nouveau message. Merci et bonne journée. Ben, c'est moi qui vous remercie tous. Merci à Céline, vraiment. C'était un plaisir. Moi, C'est vraiment gentil, j'ai beaucoup Céline. apprécié. Merci, hein. Tu as été ma motivation intrinsèque personnelle et mon Merci. accompagnement personnalisé. Voilà. Ah, j'arrive mieux à voir le chat. Voilà, j'ai arrêté mon partage d'écran. J'arrive mieux à voir ce que vous écrivez depuis tout à l'heure. Il y a encore toutes ces personnes qui sont connectées. Soit vous pouvez vous déconnecter. Et je vous remercie d'avoir été tous présents. Et je remercie encore l'association de Jean-Luc. Je remercie toutes les personnes qui travaillent avec lui toute l'année. Sa femme Laurence, qui est toujours un soutien. Et Hélène, pour la technique ce matin, qui m'a bien aidée. Voilà, je laisse à disposition le diaporama, l'enregistrement très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions en dehors, ben, j'ai laissé mes contacts. Merci, merci Céline. Oui, à bientôt. Au revoir. Je vous laisse tous vous déconnecter tranquillement.